mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique initialement prévu en 2020. La monnaie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sera finalement lancée en 2027. C'est l'une des principales annonces faites ce 19 juin à Accra, au Ghana, à l'occasion de la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. En cause, la pandémie et ses effets néfastes sur les économies africaines. Mais au-delà, de quoi s'agit-il concrètement? Que contiennent la nouvelle feuille de route et le nouveau pacte de convergence qui viennent d'être adoptés? Qu'est-ce qui véritablement va changer en 2027 après l'abandon total du franc CFA et l'adoption définitive de l'éco? Deux invités avec moi pour en parler. Abdou Cissé, vous êtes expert en actuariat et finance. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette nouvelle monnaie. David Asiba Johnson, vous êtes professeur des universités, vous enseignez les mathématiques et les systèmes complexes. Votre spécialité, ce sont les choses complexes, mais on va essayer de simplifier la problématique dans cette émission pour bien comprendre les enjeux liés à cette monnaie qui va être lancée en 2027. Merci professeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026. Et 2027 sera l'année de lancement de l'éco. C'est la conclusion faite donc ce 19 juin par Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est un reportage signé Rafaela Utolo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce l'effectivité de la monnaie éco pour 2027. Cette annonce, faite lors de la tenue de la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution, intervient suite à la décision des chefs d'État membres de l'institution d'adopter un nouveau pacte de convergence de stabilité macroéconomique. La nouvelle monnaie de l'espace CFA actuel entrerait en application en 2027. Cette date est assez lointaine, mine de rien. Ça fait 6 ans entre maintenant et là. Et entre-temps, il faut quand même savoir que la ZLECAf est en train de se développer et qu'il y a une émergence d'une monnaie plutôt panafricaine. Et donc, plein de choses peuvent arriver entre deux, mais je crois que la chose la plus importante, c'est qu'on essaie de faire une pression importante sur le CFA. En raison du choc de la pandémie de Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021. Selon des experts, l'un des grands défis à relever pour les États de la CEDEAO pour la concrétisation de ce projet réside dans la conciliation des intérêts économiques des pays membres. Toutefois, cette nouvelle feuille de route permettra à tous les pays membres de bénéficier de cette nouvelle monnaie une fois effective. Ce n'est pas la politique monétaire qui développe un pays. C'est pas parce que un pays va imprimer la monnaie qu'il va développer son pays. Mais il y a d'autres mécanismes comme ça qu'il faut respecter, les critères de convergence et autres. Mais il n'en demeure pas moins qu'à côté de ces avantages que la nouvelle monnaie, l'éco, est en train de vouloir apporter aux économies africaines. Il reste beaucoup de débats. Alors, la première chose pour laquelle on peut déjà se féliciter, c'est qu'on a essayé quand même de calmer un peu la société civile avec les activistes qui essayaient de se plaindre sur la question de la souveraineté monétaire. Donc, de ce point de vue, la question est résolue. Mais également, il y a quand même quelque chose qui est relevé dans cet accord, c'est qu'on va assister à la fin du compte d'opération sur les 50% des réserves des pays de l'UEMOA qui sont généralement reversés au niveau du compte du trésor public français. Soulignant que ce pacte de convergence de stabilité macroéconomique amènera les pays respectifs de la CEDEAO à valider l'ensemble des critères de convergence entre 2022 et 2026. Par ailleurs, les autorités de l'institution précisent que si les clauses de la feuille de route sont bel et bien respectées par ces pays membres, la monnaie éco sera effective dès le 1er janvier 2027. Alors, chers invités, très rapidement, réglons un problème de clarification au début de cette émission. On se souvient, en décembre 2019, le président ivoirien et son homologue français avaient parlé d'une monnaie baptisée ECO qui était en préparation et qui va être lancée. On avait prévu 2020 pour son lancement.
certains États de la CEDEAO étaient mécontents donc, de cette annonce, puisque la CEDEAO avait déjà sur sa table un projet de monnaie unique appelé également ECO. Ce 19 juin à Accra, lorsqu'on reporte le lancement de l'ECO à 2027, de quel ECO parle-t-on, professeur? C'est une bonne question. Je ne saurais y répondre, mais il me semblerait, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est l'ECO tel que l'entendait la grosse locomotive qui était le Nigeria. C'est cet ECO. Parce que la discussion initiale, ou qu'on a appelée l'ECO Ouattara-Macron, posait un problème lorsqu'elle avait été annoncée, puisque le Nigeria disait ce n'était pas ce qui avait été prévu. Donc, et ça mettait en évidence qu'elle ne voulait pas entendre parler de la notion de garantie de la France dans l'émission monétaire. C'était la position. On abordera ces questions techniques dans la suite de notre émission. Je ne suis pas en train de rentrer dans le problème. Vous retenez que l'écho dont on a parlé ce 19 juin à Accra, au Ghana, c'est l'écho projet initial de la CEDEAO et non celui évoqué en décembre 2019. Voilà, absolument. C'est ce que par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français. Je suis entièrement d'accord avec lui, d'autant plus que le communiqué qui est sorti au 19 juin explique très bien que ce sont les pays qui ont leur monnaie déjà, qui vont aller à l'éco, et c'est derrière que la zone CFA va venir à l'éco. Les choses sont moins sûres, mais on le verra. On le verra dans la suite de cette émission. Revenons à l'annonce faite ce 19 juin. On comprend. Alors, quelques éléments pour peut-être comprendre le report. En 2020, les investissements directs étrangers ont reculé de 16% sur le continent. À cause de la pandémie, c'est 40 milliards de dollars à peu près. En 2019, c'était 47 milliards de dollars. On comprend dans ces conditions qu'il fallait effectivement reporter le lancement de cette nouvelle monnaie? Alors, je pense que ça peut être une raison plausible de reporter. Mais moi, je vois derrière ce report beaucoup d'autres problèmes techniques, fonctionnels qui se posent. Parce qu'on ne fait pas une monnaie du jour au lendemain, ça c'est sûr. Et la CEDEAO veut faire son écho. Et en 2019, on s'est confronté à cette problématique d'annonce de M. Ouattara et M. Macron. Et donc, les Nigérians n'étaient pas contents. Pas que le Nigeria à l'époque d'ailleurs. Le Ghana, etc. Donc, il fallait quand même que les chefs d'État, en dehors de leur sommet... Ces dissonances politico-diplomatiques appartiennent désormais au passé, non? Mais non, ça ne peut pas appartenir au passé, pas du tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la France vient faire dans une déclaration d'une monnaie éco? Écoutez, on va avancer pour comprendre effectivement les questions que vous soulevez. Alors, Jean-Claude Cassibrou a parlé donc ce 19 juin de nouvelles feuilles de route et de nouveaux pactes de convergence. Expliquez-nous, c'est quoi un pacte de convergence, professeur? Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez chacune des économies, par exemple, en l'occurrence ici, il y a des indicateurs économiques qui permettent de voir si en fait chacune des nations ont à peu près les mêmes indicateurs économiques. Le problème, par exemple, c'est le cas de l'inflation. On va prendre l'inflation. Le Nigeria connaît un taux d'inflation de l'ordre de 10%. Plus de 10%. 10,8, 10,7%. Voilà, etc. Alors que nous avons 2% d'inflation. Après, au niveau de la zone CEMAC, BCAO, etc. Après, vous avez des problèmes aussi au niveau de l'endettement. Il y a un certain nombre de critères, etc. On dit, bon, nous n'allons pas aller utiliser une monnaie commune si effectivement l'ensemble des composantes, des nations composantes, cette intégration monétaire n'ont pas les mêmes critères, les mêmes niveaux d'inflation, les mêmes niveaux d'endettement par rapport au déficit public. Voilà ce qu'on appellerait tout simplement des grandeurs macroéconomiques. On veut avoir des grandeurs macroéconomiques pour pouvoir faire ce qu'on appelle du pilotage de stabilité macroéconomique. C'est quoi l'objectif de 2027 ? Qu'est-ce qu'on va réaliser en 2027 pour lancer finalement l'éco? Voilà, il y a deux problèmes qui se posent. D'aucuns disent qu'il fallait trouver ce qu'on appelle le niveau d'inflation optimal qui serait acceptable par tous les pays constituant effectivement la CEDEAO. D'aucuns disent
bon, on a dit que le taux était autour de 8%. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. C'est que l'inflation, effectivement, il faut pouvoir contrôler cette variable parce qu'elle est nocive à l'économie. Parce que lorsque vous avez à changer des prix, à tout moment, ce n'est pas une chose qui est sérieuse. Mais on considère qu'il faut faire une typologie de l'inflation. Il y a ce qu'on appelle l'inflation importée. Si vous avez une inflation importée, aucun gouvernement... Vous parlez de l'inflation de la monnaie? Non, ou l'inflation économique? Oui, non, c'est pour qu'on comprenne. Non, il y a trois types d'inflation. Oui, s'il vous plaît. Il y a trois types. Il y a une inflation importée, c'est-à-dire s'il y a une hausse, par exemple, du pétrole, ou je ne suis pas producteur de pétrole, une hausse mondiale, je vais la subir. Donc, aucune politique macroéconomique ne peut aller à l'encontre de cette inflation qui est importée. Il y a une autre inflation, qui est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre, et celle-ci, il faut pouvoir la traiter. Par exemple, si vous prenez le cas du Nigeria, qui sont avec la taille économique, vous voyez que les besoins sont énormes. C'est-à-dire, comme ces besoins sont énormes en termes de demande, l'offre n'est pas présente. Donc l'inflation, puisqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc les prix se renchérissent. Oui. Après, il y a la troisième inflation, qui est ce qu'on appelle l'inflation monétaire. Voilà. Cette inflation monétaire, c'est-à-dire le fait d'avoir frappé monnaie abondamment, n'est-ce pas? Eh bien, alors ça va amener une valse des étiquettes. Alors on dit que toute inflation est d'origine monétaire. Bon, maintenant, comme je vous l'avais rappelé une fois, cette inflation qu'on appelle inflation monétaire, il y a des moyens de pouvoir les traiter. Parce que cette inflation, on le connaissait. Parce que sur le plan historique, il faut prendre ce qui se passait au niveau des États-Unis. Dans les années 1970-73, eh bien, l'inflation était très galopante. On a nommé Vauclair, et Vauclair a résolu le problème. Comment on résolvait le problème lorsqu'il s'agit de l'inflation monétaire? L'inflation monétaire est traitée de la manière suivante. C'est-à-dire que vous avez les taux d'intérêt, le taux d'intérêt de base de la réserve fédérale ou bien d'une banque centrale. C'est à partir de ce taux qui est calculé les taux qui vont permettre aux entreprises de pouvoir emprunter de l'argent. Si ce taux-là, si le taux d'emprunt, n'est-ce pas, est très élevé, eh bien à ce moment, vous ne vous endettez pas et on contacte la masse monétaire. Donc, il y a une règle, c'est cette règle que je vous ai parlé précédemment, qu'on appelle le principe de Taylor. Si vous avez une inflation qui augmente de 1%, le taux nominal doit être augmenté de 1,5 pour réguler. L'objectif d'ici 2027, c'est d'essayer d'harmoniser plus ou moins, ces différentes variables, ces différentes variables macroéconomiques que vous évoquez. Moi, j'ai une idée par rapport à ces problématiques de pacte de convergence. Vous savez, quand vous prenez l'Europe, qui se trouve être notre miroir, parce que nous, on a toujours été à côté de la France, c'est des problèmes anciens et tout, mais vous prenez l'Europe, depuis 2008, tous les critères de convergence européenne sont tombés à zéro. Oui. Non, c'est important. C'est important. Parce que nous voulons aller à une monnaie africaine. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Il faut certes qu'on ait des pactes de convergence. Moi, je suis d'accord. Mais il ne faut pas perdre du temps là-dessus. Pourquoi? Parce que... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est essentiel finalement? Non, ce qui est essentiel, je vais le dire, ce qui est essentiel pour une monnaie, c'est 2 dimensions. Dans une monnaie, vous avez 2 dimensions. Je ne vais pas définir la monnaie comme le font les économistes. Je vais prendre les 2 dimensions. Il y a une dimension d'échange, donc de finance dans la monnaie, mais il y a une dimension d'assurance. Pourquoi il y a une dimension d'assurance? Parce qu'une monnaie nécessite une solidarité. Or, une solidarité dans une union comme la nôtre se manifeste au niveau d'une fédéralité. Si on veut faire notre monnaie, il faut passer par une fédération, faire une forme d'Afrique fédérale. En ayant une fédéralité entre nous, on sera solidaire entre nous et en étant solidaire. C'est pas le cas au sein de la CEDEAO aujourd'hui. Non, c'est pas. Non, on n'est pas solidaire. Non, on n'a pas de solidarité. Alors, d'accord. Très bien. Juste un instant, je voudrais apporter parce que la question que vous avez dit, mon camarade, le panéliste définit une autre feuille de route. Et c'est-à-dire, il faut distinguer le monde idéal, normatif, et la réalité. Mais c'est ce que je fais en disant qu'on doit se passer des pactes de convergence. Pour pouvoir faire mais il y a des règles de base qu'il faut respecter. Je l'accepte. On est d'accord. La question qui est posée, je suis d'accord, là, ça revient toujours à des problèmes stratégiques, où je désire aller. Mais avant cela, la question qui a été posée, c'est que lorsque vous avez des économies disparates,
il faut essayer d'aller vers une certaine forme d'harmonie. Voilà. D'accord. Non mais attendez, laissez-moi avancer. Bon, cette harmonie, mais c'est vrai qu'une fois, vous avez raison, mais des théories ont été développées. Par exemple, on a la théorie des zones monétaires optimales. Alors, prenons un exemple pour mieux comprendre oui. ce que la théorie que vous êtes en train d'adopter. Vous avez évoqué ici le Nigeria, vous comme le professeur. Le Nigeria aujourd'hui, c'est 448 milliards de dollars de PIB. C'est le géant de la sous-région. C'est un grand pays importateur et exportateur du pétrole. C'est 25% de taux d'endettement. C'est même le pays le moins endetté de par le monde. Le moins endetté. Oui, d'accord. La question, pour comprendre la théorie que vous développez, c'est que gagne le Nigeria avec cette configuration à avoir une monnaie commune avec les autres États. Alors, je vais vous répondre de façon très succincte. Moi, je n'accepterai jamais qu'en 2021, à l'instant où nous sommes dans un espace économique qui est complètement gangréné par des problématiques de marché financier, je n'accepte pas que les Africains cherchent à avoir leur monnaie et essaient de réfléchir sur ce que le Nigeria gagne ou truc. Personne n'a à gagner, à perdre dans une monnaie unique. Les gens doivent se solidariser, savoir que nous vivons en Afrique, donc nous vivons ensemble, et que nous devons mourir ensemble. Si on doit mourir ensemble, il faut qu'on laisse de côté ce qui a retardé l'Occident. L'Occident a perdu tout son temps avec ses critères de convergence. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ils ont tous perdu du temps. Aujourd'hui, les critères de convergence de Maastricht, personne ne les respecte. Et personne n'en parle. Donc nous, on laisse ça de côté. Non, il faut avancer. On perd trop de temps avec les théories économiques. Moi, je ne suis pas d'accord. En 2021, je n'accepterai pas en 2021 que des Africains avertis... Ça, c'est la philosophie. Non. Les Africains avertis vont perdre du temps à se dire mais est-ce qu'on faut se débrouiller pour mettre un taux d'inflation pour tout le monde? Non, mais c'est une perte de temps. On perd du temps. On devrait se focaliser sur quoi? La solidarité. Mettre une fédéralité. Ça veut dire en économie. Mais je ne parle pas d'économie. Mais l'économie n'est pas une science exacte. Arrêtez de penser que pour régler des problèmes étatiques, il faut passer par l'économie. L'économie n'est pas une science exacte. L'économie, on l'accepte parce qu'on vit avec. On règle nos problèmes et après, on regarde économiquement qu'est-ce que ça fait. On se met notre monnaie, on se fait une solidarité, on va ensemble. Qu'un Nigérian sache que si on touche un Sénégalais, c'est comme si on l'a touché. Si on a touché un Camerounais, on a touché un Ivoirien, qu'on est ensemble. Parce que mais qu'on ait des règles communes de gestion. Qu'on ait une rigueur commune de gestion. Avant les règles. Ça n'a pas de sens pour vous. Non, je n'ai pas dit que ça ne doit pas se réduire à un dialogue. Non, je termine. Je ne dis pas cela. Ce que je dis juste, c'est que il ne faut pas qu'on perde du temps. Ok. Voilà, sachez qu'il ne faut pas perdre du temps. On a bien compris. Mais vous savez quoi? Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre discussion sur l'écho, la monnaie de la CEDEAO, dont le lancement a été reporté à 2027. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à nouveau à l'éco, monnaie commune de la CEDEAO qui sera lancée finalement en 2027 et non 2020-2021 comme initialement prévu. Et cette nouvelle monnaie est censée régler les problèmes actuels liés au franc CFA et consacrer la souveraineté monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais se pose la question, comme dans le cas du franc CFA, de sa garantie qui, comme le franc CFA, sera visiblement assuré par la France. Et quand on a posé la question à Kako Nombukpo, l'économiste togolais, aujourd'hui commissaire à l'UEMOA, quelle sera la contrepartie si éventuellement l'éco est garanti par la France? Voici ce qu'il répond. Il y a une disposition technique qui s'appelle la garantie entre la France et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est frappant, c'est que nous ne connaissons pas encore les contreparties de cette garantie. Si jusqu'à présent la contrepartie de la garantie c'était les dépôts que nous étions obligés de faire auprès du Trésor français sur le compte d'opération,
Un taux de couverture de l'émission monétaire d'au moins 20% qui devrait correspondre au minimum à 50% des réserves de change. À partir du moment où on nous rend nos réserves de change, quelle sera la contrepartie de la garantie? Professeur David Asiba Johnson, actuellement, le franc CFA est garanti par la France. Ça suppose des comptes d'opération, les fameux comptes d'opération qu'on connaît. Ça suppose des dépôts auprès du Trésor public français, dépôts allant jusqu'à 50% des réserves de change. La France dit aujourd'hui, les comptes d'opération, c'est terminé. Je vous rends votre argent que vous aviez au Trésor public français. C'est à peu près 5 milliards d'euros qui sont transférés aujourd'hui, ou du moins en cours de transfert, aujourd'hui vers la BCEAO. Mais que va-t-il se passer en 2027 finalement? Non, mais la question que je lui ai posée, je vais commencer d'abord à venir attaquer le problème de la garantie. La garantie, c'est un concept de voleur qui n'existe nulle part. Et l'attitude de la France de parler de garantie d'une monnaie, c'est insulter l'intelligence des Africains. Vous voyez? Et d'ailleurs, ce problème, soyons honnêtes, j'ai toujours l'habitude de dire que les Africains n'aiment pas parler de ceux qui l'ont précédé. John Puemi a traité ce problème de la garantie dans son ouvrage qu'il appelle « Monnaie, servitude et liberté ». C'est important de le rappeler. Il a montré que la notion de garantie, voilà, c'est quoi? C'est-à-dire que dire que la France garantit la monnaie, ça veut dire que lorsque, si vous prenez des prix qui varient, des marchandises dont les prix varient, etc., et à partir de ce moment, elle a donné la possibilité de dire « je vais acheter les marchandises pour vous ». C'est pas vrai, ça ne se présente pas comme ça. Parce que garantir le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'un pouvoir d'achat? C'est-à-dire, avec 1 franc, qu'est-ce que je peux acheter comme marchandise? Donc la France, en introduisant cette notion de garantie, permettez-moi, il faut venir. Parce qu'à chaque fois, ça va être le débat pendant le moment où on va parler de la garantie sans savoir de quoi nous parlons. Oui. Donc le concept, la France ne garantit rien. C'est un concept qui est vide de sens. Bon, c'est un attrape-nigo qui a été de dire, il se pourrait... Qu'il y ait des problèmes. Il se pourrait que vous soyez à court de devises. Oui. Si vous êtes à court de devises, moi, j'ai la possibilité de vous fournir les devises. C'est clair. Afin que vous puissiez vous procurer des marchandises ou des biens et des services de par le monde. C'est ça. Et de façon illimitée. Voilà. Suite à ce que vous... Non, c'est important pour qu'on comprenne. Sur la base de ce que vous venez de dire, que gagne la France à faire ça? Non, alors justement, en contrepartie. En contrepartie, c'est la question. La contrepartie était la chose suivante. Ce que la France gagnait, c'est que ces entreprises françaises, d'ailleurs, c'est la contrepartie de la garantie, il fallait que les Africains achetaient des marchandises d'origine française, d'achetaient et financent les biens industriels. C'est comme ça que ça fonctionne à ce moment avec le franc CFA. C'est comme ça que ça présente. La France a une préférence, elle existe. Une prédominance en termes de partenariat d'acheter de la marchandise, de la production française. C'était la contrepartie. Et l'autre chose aussi, parce qu'il faut le dire, parce que vous dites qu'on a supprimé le compte d'opération. Oui. Ce compte d'opération, permettez-moi, dans le compte d'opération, il est constitué de 2 parties. Il y a de la monnaie papier qui a été créée depuis 1973 parce qu'on a supprimé la relation par rapport à l'or. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que des années 40 jusqu'en 1970, c'était l'or qui était la monnaie de réserve. Donc, il ne faut pas dire qu'en contrepartie, on donne des billets qui sont frappés simplement à Clermont-Ferrand et oublier le stock d'or qu'on précédait. Donc ça, c'est assez important. Je vois un silence total. Qu'est-ce qu'on a remis? Si c'est des bouts de papier, ça n'a pas de sens. Donc, on doit regarder quelle était la quantité de stock d'or que nous avions sous le régime or. Et cela, ça doit revenir au bon. Oui, l'équivalent, c'est 5 milliards et c'est en voie d'être transféré. C'est ce qu'on nous dit. Non, ce n'est pas le cas. Bon, il faut faire un audit là-dessus pour en savoir. Bon, revenons sur notre question de garantie. Mais depuis quand on a vu une nation, c'est seule la France qui le dit, même les Anglais, les Allemands se posent la question, se dire, mais en fait, ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Alors, c'est cette même pratique
que l'on désire peut-être reproduire avec l'éco. Oui. L'éco, c'est de dire, bon, écoutez, vous pouvez avoir une devise. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les nègres que nous sommes ne sont pas capables de gérer correctement notre monnaie. Ça veut dire, je vais en conclure pour laisser le panéliste intervenir, c'est-à-dire il y a encore là-dessus des règles opératoires triviales. C'est-à-dire que vos devises, vous devez en avoir pour 1 an ou 6 mois, etc. Donc il nous appartient, puisque ces devises, nous les gagnons. Le café et cacao que vous avez utilisé. Donc alors si vous avez le café et cacao, vous dites, je les laisse tels quels, je ne vais pas les dilapider. Pourquoi avoir besoin de quelqu'un à qui vous allez donner votre porte-monnaie pour gérer des devises que vous-même vous avez gagnées? Et je ne comprends pas que M. Kako Nouboupa ne revienne pas là-dessus. C'est-à-dire, il faut dire que... Bon, il ne sait pas. Pour l'instant, la contrepartie... Il est économiste. On ne sait pas. C'est un économiste. Attendez, c'est un économiste. Le devoir des économistes, c'est d'éclairer le peuple et d'éclairer les dirigeants. À défaut, toutes ces discussions que nous sommes en train de mener, si les ministres de l'économie faisaient correctement leur travail, eh bien, il y a longtemps que ce problème aurait été résolu. La CEDEAO, à l'origine, celui qui en était le pionnier, c'était Sylvanus Olympio. Et de son vivant, Sylvanus Olympio, regardez, il est mort en 1963. Bon, là, nous sommes en train de traîner les pas pour... Et c'est là où je rejoins effectivement ce qu'il dit. Pionnier, dites-vous, oui. Ouais. Bah, là, c'est 1975. Voilà. Et Sylvanus est décédé. Je vous dis, c'est bien avant. Souveraineté monétaire, vous voulez dire? Non. La CEDEAO, le pionnier de la CEDEAO, c'est Sylvanus Olympio. C'est Sylvanus Olympio. Alors, ce que je voulais dire par rapport à la garantie, je vais être très bref. J'ai regardé la garantie sous un autre angle. Lequel? L'angle qui consiste à me référer au métier que je pratique. Je fais de l'actuariat et le mot contrat, il est d'une importance capitale en actuariat. Donc, j'ai regardé, moi, le texte accord de coopération. L'accord qu'on a modifié, qui a été ratifié. Oui, le nouveau traité de coopération. Je l'ai regardé. Entre la France et la BCEAO. Je l'ai regardé, je l'ai décortiqué. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Ce qu'il existe, c'est ceci, de mon point de vue. Le Trésor français a accordé une autorisation de découvert à la BCEAO. Si vous avez besoin de devises, je vous en donne. C'est étonnant d'entendre aujourd'hui, on a dépassé le 19 juin où nos chefs d'État ont parlé d'éco, que j'entende M. Kako parler de garantie, comme si l'éco va être une monnaie par rapport à laquelle on va chercher une garantie. Je répète en une phrase qui dit, ce qu'il dit, le traité, dans le traité de coopération entre la France et la BCEAO, il y a une disposition technique qui s'appelle la garantie entre la France et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je l'ai vu, le texte, même Kako dit qu'il ne l'a pas vu, le texte il est sorti. Il n'a pas dit qu'il n'a pas vu. Enfin, la contrepartie des Africains que les Africains doivent payer, il ne sait pas. Oui, mais la convention de garantie est sortie. D'accord. C'est que dans la convention de garantie, on parle encore d'annexe. Vous parlez d'autorisation. Pourquoi le Trésor français autoriserait... Mais en fait, moi, je vous fais une interprétation et j'ai fait un article là-dessus. Vous prenez l'article, vous avez tous les renseignements. D'accord. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que je ne comprends pas qu'on parle d'éco, une monnaie unique pour la CEDEAO, et qu'on pense à des garanties de pierre et Paul. Pourquoi? Le CFA n'est pas une monnaie unique. Le CFA, c'est une monnaie commune. Après, si vous voulez, je peux détailler pourquoi. Et le vrai problème qu'on a avec le CFA, c'est que nous ne pouvons pas emprunter en CFA, surtout quand on emprunte à l'étranger. On ne peut pas le faire. Et c'est ce problème-là, ça fait partie des problèmes qu'on veut lever. Si on vient à l'éco, c'est que l'éco va être une monnaie qu'on va internationaliser. Celui qui comme le dollar, celui qui veut nous prêter, on lui impose le prêt en éco. Comment se fait-il que des économistes continuent à parler de garantie avec la France? Moi, je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre, quoi. Franchement. Il y a la persistance et l'hystérèse, effectivement, de la colonisation qui continue d'exister. Mais cela dit, il ne s'agit pas d'être passionné. Il s'agit, en fait, de traiter ce problème-là et d'amener nos chefs d'État à qu'ils aient confiance en eux-mêmes pour permettre, justement, que la dignité africaine soit retrouvée. C'est ce dont il s'agit. Vous dites, professeur, vous avez dit, nous sommes
des producteurs de cacao. Oui. Nous exportons du pétrole. Nous avons beaucoup de richesses. Nous pouvons garantir nous-mêmes notre... Voilà, absolument. Absolument. C'est la vérité. C'est pas trop difficile. Hein. C'est-à-dire que vous avez, et c'est ce que j'explique souvent, lorsque vous prenez du dollar, vous avez des dollars, ces dollars, vous ne pouvez que les dépenser en dollars. Oui. Vous comprenez? Soyons basiques. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez que penser en dollars. Oui. Lorsque vous avez des biens, vous êtes propriétaire des biens, vous avez des ressources. Oui. Si vous les vendez en dollars, vous avez en contrepartie en dollars. Donc vous pourrez acheter de la marchandise qui a été produite par le système américain, si vous voulez, par les Américains. Oui. Donc, les nations africaines, qu'est-ce qu'elles devraient faire? C'est relativement très simple. C'est de regarder le portefeuille des devises étrangères qu'elles ont. C'est-à-dire si elles ont vendu du café en dollars, si elles ont vendu en euros, elles se retrouvent avec des réserves. Oui. Se pose maintenant la gestion de ces réserves. La gestion de ces réserves, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous garantir, etc. La gestion de ces réserves, vous pourrez dire, quoi qu'il en coûte, pour inciter à l'épargne, je dois disposer chaque année une année de dépenses en réserve. Et ça, c'est le rôle de la BCAO, de la Banque centrale. Je peux commencer, parce qu'on peut avoir des attitudes de pouvoir dépenser de l'argent. C'est elle qui fait l'arbitrage, et c'est elle qui régule. Oui, qui régule. Non, enfin, à partir du moment où on a défini effectivement une politique monétaire, une politique économique qui contient la l'exécutif financier ou économique. Si qui va dire, bon, ok, eh ben, il nous faut, au lieu de 6 mois de réserve, ça sera 1 an de réserve. Donc, à partir de ce moment, vous allez mettre en branle votre économie nationale à produire. Parce que là, vous revenez dans la chose suivante. C'est que vous avez tendance, si vous avez tendance à consommer les réserves que vous avez eues, ben, vous ne produisez pas naturellement et ça va aboutir finalement à une inflation. Donc, en fait, les choses sont simples. C'est la gestion de ton portefeuille, le portefeuille des devises gagnées. Le portefeuille des devises gagnées se gère tout simplement comme la bonne ménagère. Voilà. Il y a un problème quand même sur lequel les choses sont simples, dites-vous, professeur, sauf que, on l'a dit dans la première partie de notre émission, c'est le caractère disparate de nos économies. Vous avez aujourd'hui sur le continent des économies, des pays qui financent leur développement sur le marché financier international, essentiellement. C'est une connerie. Ah, je ne sais pas. C'est une connerie. Je ne vais pas donner d'exemple ici. C'est une connerie. Et vous avez d'autres pays qui préfèrent rester dans le schéma classique. C'est l'exemple du Sénégal, qui s'endette normalement avec les partenaires bilatéraux. Ça, c'est autre chose. On peut toujours critiquer, mais c'est le schéma classique, vous voyez. Et vous avez d'autres pays qui sont entre les deux, où vous avez une petite partie de la dette vis-à-vis des créanciers internationaux et les 2 tiers, par exemple, vis-à-vis des créanciers nationaux. C'est le cas du Togo, par exemple. Comment dans cette situation, dans cette configuration, on réussit à alimenter, à nourrir, à gérer ensemble et sans encombre une monnaie commune? Alors, quand vous regardez dans le monde entier, il y a 2 zones monétaires où on a des monnaies communes. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. C'est la zone euro et la zone CFA, qui ont des monnaies communes, qui n'ont pas des monnaies uniques. Attention, le dollar est une monnaie unique. Étant dans toutes ces dimensions, dans la dimension financière, dans la dimension fédérale, etc. Parfois, on ne fait pas de différence entre les deux, mais oui, mais je pense que la différence est fondamentale. Parce que s'il faut qu'on aille à l'éco avec une monnaie encore commune, ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra pas emprunter en éco. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, vous parlez d'économie disparate. Comme il y a 2 zones où il y a des monnaies communes, regardez la zone euro. En novembre 2011, la Grèce empruntait à 17%. C'est vrai. L'Italie à 9%. L'Espagne à 6%. Le Portugal à 5%. La France à 3%. Et l'Allemagne à 1%. Oui, mais... Et pourtant, ils avaient fini de construire leur monnaie commune. Donc, même en ayant fini de construire leur monnaie commune, ils n'ont pas pu avoir une convergence dans les domaines macroéconomiques. Oui. Donc, moi, j'invite les Africains à comprendre une chose. On est en 2021. L'économie n'est pas une science exacte. On met les critères. Non, laissez-moi finir. Non, elle n'est pas exacte. La seule science qu'on a connue dans ce monde-là qui est exacte, c'est la science mathématique.
Ça, il n'y a pas à discuter. Si vous voulez un débat là-dessus, c'est autre chose. Enfin, vous avez un mathématicien sur mais je suis d'accord. Mais je relève le niveau quand même, vous voyez. 1 plus 1 sera toujours 2. Comment 1 plus 1 sera toujours 2. Non, mais ça, c'est la mathématique. Non, mais ça dépend de quel peu importe. C'est parce que 1 plus 1 égale 2 que les mathématiques nous mettent toujours d'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, que l'économie, les économistes, on a besoin de quand on aura fini de mettre notre monnaie et de mettre en avant notre solidarité, en ce moment, on les appellera pour leur dire, voilà, analysez le problème économique et dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Non, je voudrais dire juste quelque chose avant de conclure, mais c'est d'apporter un point. C'est-à-dire la question que soulève le camarade, c'est les difficultés à faire vivre une union monétaire. Ces difficultés pour faire vivre une union monétaire, l'Europe est confrontée à cela. Et la seule façon de pouvoir le traiter, c'est nécessairement une intégration politique. C'est nécessairement une intégration politique. L'Europe fédérale. Voilà. Sans l'Europe fédérale, ce ne sera pas résolu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, parce que vous avez des niveaux d'économie disparates, donc des ressources disparates. C'est ça. Donc il faudra compenser, n'est-ce pas? Or, l'Europe même est confrontée à cette difficulté. Donc, même la théorie qui a été élaborée par Mendel, pour laquelle il a eu le prix Nobel, et qui a été à la base de l'Union monétaire européenne, c'est la théorie des zones monétaires optimales de Mendel, 1961, 1963 réformé, 1969. L'Europe s'est fondue là-dessus. Mais la théorie des zones monétaires optimales, on s'est rendu compte qu'elle a des difficultés sans l'existence politique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et j'en conclus, ça revient simplement à dire, si nous attendons tout le temps la convergence, si nous attendons tout le temps d'harmoniser, nous ne l'aurons jamais. À un certain moment, il faut avoir une volonté politique de décider que nous battons monnaie unique, professeur, battons monnaie unique pour résoudre le problème. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Non, on est sur le plateau, vous n'avez pas... on se retrouve dans quelques instants pour revenir justement sur le sommet, les conclusions du sommet de Paris de ce 18 mai, sommet censé jeter les bases du financement post-Covid des économies africaines. À tout de suite. Professeur, on marque d'abord une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Et le numéro de ce jour est consacré à la 59e session ordinaire des chefs d'État membres de la CEDEAO qui vient d'avoir lieu à Accra au Ghana. Session à l'issue de laquelle il a été décidé par les chefs d'État de reporter le lancement de la monnaie commune, l'ECO, à 2027. 18 mai 2021, une trentaine de dirigeants africains, européens et d'institutions financières internationales se sont mobilisés à Paris pour trouver des voies de financement post-Covid des économies africaines. Le président français Emmanuel Macron parlait alors de New Deal, nouvelle donne. Mais quand on a posé la question à l'économiste français Thomas Porcher sur le but de ce genre de rassemblement, voici ce qu'il répond. Quel est aujourd'hui l'intérêt pour Emmanuel Macron de relancer les économies africaines? Est-ce que c'est une question d'hégémonie en Afrique? Je pense qu'il y a un intérêt clairement pour la France de ne pas laisser l'Afrique s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question d'humanisme. La France a une grosse partie de ses multinationales qui produisent les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises, elles ne sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, aient une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire les matières premières et les matières minières du sol africain. Parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose, c'est que la balance commerciale de la France est excédentaire envers l'Afrique. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises.
Et s'il y a moins d'exportation, il y a moins de bénéfices. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ses matières premières, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet, là, en fait. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement, parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Donc le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. Et c'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dette, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Fantastique. C'est un économiste français qui parle. Il est économiste français. Que pensez-vous de ce qu'il vient de dire? Vous voyez, ça c'est Thomas Porcher, économiste français, qui le dit. Donc il n'y a pas de discussion. Donc, si, vous non, je veux dire, il n'y a pas de discussion sur les raisons pour lesquelles nous, Africains, qu'on comprenne que si on veut penser à nos enfants ou aux enfants de nos enfants, il faut quand même qu'on arrête de prendre les Africains, il faut quand même que l'Occident arrête de prendre les Africains pour des gens qui n'ont rien compris. Parce que ça, ce ne sont pas des Africains qui le disent. Parce que moi, quand je parle, on peut dire toujours un Africain qui parle. Mais là, c'est Thomas Porcher, respecté en France, un économiste intelligent et qui dit les choses telles qu'elles sont. Et que même les Africains d'origine française ne disent pas. C'est-à-dire les Africains qui ne sont africains que parce qu'ils ont la peau noire. Mais ils aident même Macron à organiser ces sommets. Ils ne disent pas raciser la discussion. C'est quand même dommage. Je voudrais dire quelque chose extraordinaire. Vous voyez encore, va paraître. Vous parliez des multinationales déjà au début de l'émission. Permettez-moi de dire les choses suivantes. J'ai un ouvrage qui paraît, certainement sous moi, et Sylvanus Olympio. Je l'ai intitulé « Un pionnier imbattu et imbattable en entendant la preuve du contraire ». Ce que Porcher disait, Sylvanus Olympio, il l'a déjà dit. A dit « Je veux avoir la liberté de pouvoir acheter et la France ne doit pas m'imposer que j'achète sa production. » C'est tout. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a fait. Et la France lui a soumis en disant « Mais si tel est le cas, vous n'allez pas utiliser le franc CFA. » Il a dit qu'à cela ne tienne. Si je n'utilise pas le franc CFA, je bats monnaie. La suite, on la connaît. La suite, vous la connaissez. On la connaît. Donc, en fait, je vous ai dit encore au cours de notre discussion précédente, c'est la gestion de la balance commerciale. Je l'ai dit. Du cours de notre discussion, nous avons les exportations et nous avons les importations. Si vous n'avez pas d'excédent de la balance commerciale, vous êtes obligé de vous endetter. Que dit l'économiste? La structure de la balance commerciale française est déficitaire de manière générale, mais sauf par rapport à l'Afrique. Ça veut dire quoi? La France ne vous aidera jamais à définir une politique industrielle qui consistera à valoriser les ressources endogènes qui sont les vôtres. Jamais. Elle ne fera jamais de transfert de technologie. Jamais. À ce titre, il est important de regarder. Permettez-moi, je vais juste conclure avec ce mot. Il ne faut pas réinventer la roue. La Chine a mis moins de 35 ans pour sortir 600 millions de personnes de la pauvreté. Comment elle s'était prise? Elle a regardé, elle a commencé par la proto-industrialisation, la seconde révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, et puis paf, c'est parti. Donc, l'Afrique a la nécessité, je reviens là-dessus, la définition d'une politique économique qui se fonde essentiellement sur une démarche stratégique. D'accord. Où voudrait-on aller? La bonne éducation, c'est de répéter les choses. C'est ce dont l'Afrique souffre, c'est le déficit de réflexion stratégique. Thomas Porcher ne vient que montrer en même temps, excusez-moi, pour amplifier
Eh bien, nos insuffisances. La France n'a que d'intérêt, elle n'est personne. Mais est-ce que finalement, et ça me permet de vous poser la question, est-ce que finalement, on n'a pas été, ces 60 dernières années, naïfs de penser que la France nous aiderait à nous développer? Finalement, ce n'est pas de bonne guerre. Ça ne s'est fait nulle part. Personne n'a aidé une partie du monde à se développer par générosité. Oui, mais ce n'est pas qu'on a été naïf. Ce qu'il faut dire, c'est que Porcher a résumé la conception de la France par rapport au sommet. C'est important. Maintenant, derrière ce que Porcher dit, il y a même encore d'autres choses qu'il faut savoir. Parce que, avant le sommet, Macron a défini ce qu'il appelle son consensus de Paris. Et il dit que ce consensus va être basé sur la promotion d'un partenariat, c'est lui qui parle, avec les investisseurs mondiaux pour financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. C'est Macron qui l'a dit, avant le sommet. Le 23 mars 2021, la Commission économique pour l'Afrique a lancé ce qu'on appelle le LSF, une forme de facilité de liquidité pour permettre aux investisseurs qui disposent des titres publics de la zone franc d'aller au guichet de la BCEAO sous prétexte d'un DTS sous forme de produits dérivés, d'aller les déposer à un taux inférieur, on leur prête de l'argent pour qu'ils reviennent encore racheter des titres du Togo et du Sénégal. C'est-à-dire que, globalement, Macron a organisé ce sommet pour entériner le fait qu'il est décidé, à partir de 2021, non, c'est important, il est décidé à partir de 2021 que le financement du développement de l'Afrique se fera par les marchés financiers. La dette des pays africains va se gérer dans les marchés financiers. Et c'est ça le danger. Ça, si on fait notre écho, on n'aura pas ce problème-là. Professeur, mais au-delà du procès, franchement, parce que on est en train de faire un procès aussi ici. Je pense, ne limitons pas l'émission, en tout cas cette partie, au procès. Au procès qu'on fait. Finalement, professeur, mais excusez-moi de vous le demander. Est-ce que finalement, ce n'est pas de bonne guerre? Si je suis boulanger, quel intérêt ai-je à vous apprendre à faire du pain pour vous passer des miens? Bon, écoutez, moi j'ai regardé, et la question que je me suis posée depuis longtemps, c'est que pourquoi l'Afrique a été colonisée? Non mais si, absolument. C'est que lorsque vous posez cette question, permettez-moi, c'est ça qui a permis... 400 ans en arrière. Mais allez-y, professeur, allez-y. Vous me faites perdre du temps. Non mais allez-y. Si vous me permettez, c'est lorsque vous vous interrogez de cette manière que peu de choses ont été écrites, mais vous allez pouvoir répondre et élaborer la bonne stratégie. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, mais dans le temps antique, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Égypte antique, où des autochtones, ou c'est ce qu'il appelait des bounty, passent des pactes avec des forces étrangères pour accéder à la magistrature suprême et gérer leurs propres idées. Bon, vous savez, lors de la colonisation, d'aucuns ont dit, la colonisation, elle n'est pas faite pour éduquer les masses laborieuses africaines. C'est écrit, c'est Jules Ferry d'ailleurs, c'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry, il a dit ça. Donc, alors, il n'y aura pas de transfert de technologie. Lorsque, il y a un théorème mathématiquement démontré, on dit qu'on aide, l'aide bénéficie beaucoup plus aux donateurs qu'aux récipiendaires. Je peux le démontrer mathématiquement avec la théorie des variétés conjuguées. On peut le démontrer. Non mais, c'est une vérité, on la comprend. Second aspect. Donc alors, le problème est relativement très simple. C'est de la stratégie. D'aucuns vont appeler ça de la géopolitique. Je ne peux pas avoir de partenaire. Et d'ailleurs, l'exemple, vous le voyez, ce qui s'est passé. On vous dit, regardez au niveau du Mali. Comment au niveau du Mali, la France dit, je viens aider les Maliens, et les Maliens ne peuvent pas visiter Kidal. Je suis dans mon propre pays, quand les Africains venaient au secours de la France. Voilà. Donc, alors, nous sommes dans la question, que faut-il faire? Eh bien, la première chose, c'est de battre monnaie. La première chose, c'est de battre monnaie. On est là-dessus. Mais c'est trop lent. 2027, c'est trop lent. Il a raison sur le fond. Je voulais laisser parler, mais ça devait être... Nous devions procéder à une analyse et démontrer pourquoi c'était trop lent. Mais il a voulu tout de suite dire, oui, c'est trop lent, c'est trop lent. Non, il a raison. Sur le fond, il a raison. Donc, la première chose, il faut une souveraineté monétaire pour pouvoir avoir
cette souveraineté monétaire en tant qu'outil qui permettrait de consolider la politique économique. Cette idée est partagée par les chefs d'État de la sous-région. Comment? Cette idée est partagée par les... Oui, d'accord. Mais peut-être ai-je besoin de vous rappeler les raisons. Les raisons, c'est l'impact négatif du Covid sur les économies africaines. Ouais, non, c'était trop long. C'est trop long. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Un faux prétexte parce que d'aucuns... Je vous restitue la parole. Sinon, c'était prévu pour 2020. Non, mais d'aucuns... Non, mais écoutez, d'aucuns... Non, mais si c'était prévu pour 2020, mais et pourquoi alors on soulève le problème 7 ans encore pour atteindre des convergences? Donc vous voyez que ça ne demandait pas. Non, il faut faire le saut qualitatif et frapper, battre monnaie tout de suite, et que dans le conseil monétaire soit dirigé par des Africains et des économistes. Asiba David Johnson. Ce que je voulais rajouter à ce que vient de dire le professeur, c'est qu'il y a une phrase qu'il ne faut jamais négliger. Parce que juste avant le sommet, M. Macron a dit, c'est lui qui parle, nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Oui. C'est important. Ça veut dire que M. Macron, qui est né après l'arrêt des accords de Bretton Woods, dit que ses prédécesseurs, que ce soit De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, n'ont jamais rien fait de relationnel correct avec les Africains. C'est clair. Ah non, c'est ce qu'il a dit. C'est une déduction. Ah non, non, c'est pas une déduction. C'est ce qu'il a dit. Quand même. Soyons sérieux quand même. Soyons sur la solution. Des solutions des années 60, ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas de solution. Mais le sommet, qu'est-ce qu'il propose? Le sommet propose qu'on ait des droits de tirage spéciaux et qu'on ait de l'aide publique au développement. Donc, le sommet propose encore des solutions d'il y a 60 ans. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en fait, ça saute aux yeux. On peut voir ça comme ça, sauf qu'il n'est pas là pour vous répondre. Moi, ce que je voudrais dire, il faut que l'Afrique oublie la dette, oublie de dealer avec des gens qui viendront faire leur développement. Ça ne se fait pas. Merci, professeur. Mais permettez-moi, je voudrais lire juste quelque chose, ce qui est assez important. C'est écrit. C'est Sylvanus Olympio. Il dit ceci. Franchement. Il ne faut pas oublier que si l'Afrique a été divisée, c'est par les Européens et non pas par les Africains. Tout ce que nous demandons, c'est la réparation des injustices telles que la séparation imposée à nos peuples. Alors, nous pourrons déterminer le temps venu et selon la volonté librement exprimée de notre peuple, ce que seront nos relations avec des tiers. David Asiba Johnson, merci à vous. Merci de finir cette émission sur ces quelques mots de l'ancien président togolais Sylvanus Olympio, je lui dédie sauvagement assassiné en 1963. Il a un ouvrage de ma part. Merci Abdou Cissé. Merci beaucoup. Anna Tuaria et Finance. Merci à vous également d'avoir apporté vos éclairages par rapport à la complexe thématique de la politique monétaire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.